Ok, super. Bon. Tout d'abord, bonsoir à tous. Donc, avant de me présenter, je vais procéder à l'avertissement sur les risques, conformément à ce que nous demande la régulation. Donc, rapidement, je vous rappelle que le trading sur marge comporte des risques importants et peut aboutir à une perte supérieure au capital investi. Qu'il faut se limiter à investir des fonds que vous pouvez vous permettre de perdre. Et enfin, en tant qu'investisseur, vous devez vous assurer d'être en possession de toutes les informations nécessaires pour réaliser et prendre des décisions qui soient 100% informées et responsables. Voilà, donc je vous laisse un tout petit peu de temps pour lire l'avertissement sur les risques et en prendre connaissance, et après on va pouvoir procéder donc à la présentation. Bon, je vais accélérer sur ce point. Parce que je pense que c'est pas ce qui nous intéresse le plus. Voilà. Donc tout d'abord, je voulais dire que ce soir c'est un peu une première pour moi, parce que c'est la première fois que je m'adresse directement donc à, on va dire, des investisseurs particuliers. Pour rapidement présenter qui je suis. Pour ma part, j'ai plutôt travaillé jusqu'à présent dans le monde institutionnel. J'ai travaillé pour des entités comme Robeco Gestion, Kite Group, BGC Partner. Pour vous donner un ordre d'idée, parce que ce n'est pas forcément des noms sur lesquels vous êtes familiers, puisque ça correspond plutôt au monde institutionnel. Robeco Gestion, c'est une gestion néerlandaise qui gère à peu près 300 milliards d'euros aujourd'hui. Donc c'est vraiment un acteur important de l'industrie. Donc pendant ces expériences, j'ai travaillé en tant que gérant, et ensuite j'ai travaillé aussi en tant que broker institutionnel pour ces différentes entités. J'ai réalisé par exemple pour le compte de Robeco Gestion, j'ai réalisé des modèles de sélection de fonds. C'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, puisque par la suite je vais vous présenter comment sélectionner une stratégie, quels sont les critères qui font qu'une stratégie est bonne ou pas. J'ai aussi travaillé sur des modèles d'allocation d'actifs, donc il y a une redondance avec la sélection de stratégies. Et ensuite, chez Kite et chez BGC, j'ai créé depuis le départ, donc from scratch, des desks d'intermédiation sur ETF. C'est un produit, je ne sais pas si vous êtes familier avec ça, qui a le même comportement que les CFD, mais c'est sous forme de fonds. Donc voilà, mais plutôt réservé à l'institutionnel. Donc vraiment aujourd'hui, m'adresser plus à des particuliers, c'est quelque chose de nouveau. Alors vous allez me demander comment j'en suis arrivé là. Donc c'est vrai que après avoir acquis un certain nombre de connaissances, avoir acquis un certain nombre d'expériences au sein de ces entités-là, à un moment de ma carrière, j'ai eu l'envie d'être volé par mes propres ailes, on va dire, de me servir de ce que j'avais pu apprendre auprès des différents mentors que j'avais eus au cours de mes expériences, et de créer ma propre société de gestion. Donc je me suis associé à plusieurs personnes, dont une personne qui est là, qui était notre investisseur principal, qui travaille aussi avec nous aujourd'hui. Et donc notre but, ça a été de gérer le capital de personnes. Donc c'est aussi un sujet qu'on va pouvoir évoquer ce soir, puisque notre but, c'était de présenter des stratégies qui étaient finalement viables pour nos investisseurs. Et donc, si vous voulez, quand vous commencez ce genre d'activité, quand vous êtes gestionnaire, c'est assez difficile au départ, puisque vous n'avez pas le renom, et vous n'avez pas forcément non plus la quantité d'argent nécessaire pour aller vous adresser à des brokers institutionnels. Donc on a commencé à s'adresser, puisque évidemment, il faut aller chercher de la liquidité pour pouvoir effectuer des transactions sur les marchés financiers. Donc il faut avoir des contreparties qui sont des brokers. Donc on a travaillé avec différents brokers, que vous connaissez certainement, qui sont des brokers de renom, qui sont cotés en bourse ou pas d'ailleurs. Et très rapidement, c'est vrai qu'on a rencontré plusieurs problématiques à travailler avec ce genre de liquidité-là. Le modèle était un peu trop peut-être poussé pour, je dirais, pour coller au modèle de la majorité des brokers pour particuliers. Et au fur et à mesure donc, de nos recherches, on est arrivé vers JFD. Et on a commencé à travailler avec eux, et ça s'est vraiment très très bien passé. Alors vous allez dire que je prêche un peu ma paroisse, puisque c'est vrai qu'aujourd'hui je travaille pour JFD. Mais néanmoins, l'histoire que je vous raconte, c'est vraiment une histoire qui est tirée de la réalité. À l'époque, il n'y avait pas de lien explicite entre nous et JFD, et pourtant, on a trouvé vraiment un intérêt
ça a vraiment changé beaucoup de choses pour nous de travailler avec JFD, qui a été vraiment un partenaire qui nous a permis d'avoir quasi une qualité d'exécution institutionnelle et de vraiment travailler dans les mêmes conditions que ce que j'avais pu connaître dans mes expériences précédentes. Donc ça a eu vraiment un impact important pour nous en tant que gestionnaire externe. Ensuite, par la suite, on a vraiment sympathisé donc avec Cyril et on a eu beaucoup d'affinités aussi avec le modèle de JFD Broker. Je ne sais pas si vous êtes familier avec l'entité, mais vraiment c'est les valeurs que JFD, que ce soit JFD Broker, on va dire que JFD Group défend, c'est vraiment les valeurs auxquelles nous on était attachés. Et donc au fur et à mesure du temps, on s'est dit que peut-être ça faisait de l'intérêt de venir travailler pour JFD, de développer son entité Wealth Management, donc gestion d'actifs. Et donc c'est à ce titre-là que moi et l'équipe qui avait fondé donc, au départ cette société de gestion, on a rejoint JFD pour développer donc, son département Wealth. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un peu de background par rapport à qui je suis, pourquoi on est là et pourquoi on est légitime de venir discuter ce qu'on va discuter ce soir. Voilà. Pour résumer globalement ce que fait JFD Wealth, donc comme je vous l'ai dit, nous on offre des services et des outils d'investissement à des clients particuliers. Donc le but c'est vraiment d'offrir tout ce qui est disponible habituellement, tous les services qui sont réservés aux institutionnels. Donc c'est l'accès à des stratégies systématiques et alternatives. Et de donner cet accès à des clients particuliers qui aujourd'hui, jusqu'à présent, il y a très peu d'offres pour ce genre de particuliers, puisque c'est plutôt, pour ce genre de clients plutôt, parce que c'est plutôt des produits qui sont généralement réservés soit aux clients institutionnels, soit on va dire à l'élite des banques privées qui ont un certain montant à investir déjà. Donc voilà. On fait aussi de la recherche. Donc là, vous pouvez vous servir là, quand vous repartirez de la salle. Donc, on a mis à disposition le genre de papier qu'on produit. Donc pour l'instant, c'est uniquement en anglais, puisqu'on a une clientèle qui est assez internationale. Et donc c'est la langue, malheureusement, le business language international. On a le projet au fur et à mesure de temps, de rendre cette recherche aussi disponible en français. Néanmoins, c'est une recherche qui est propriétaire, à l'instar de pas mal d'acteurs que vous pouvez trouver, parce que nous, on a vraiment intérêt à ce que nos clients continuent à gagner de l'argent avec nous. Puisqu'on ne génère pas de gains par rapport à leur perte. Donc voilà, et vous avez un site qui s'appelle JFD Research dans lequel vous pouvez retrouver tous ces éléments-là. Vous pouvez vous inscrire à la newsletter, on fait des comptes rendus hebdomadaires qui sont vraiment tailor-made, qui sont vraiment propriétaires, et donc vous pouvez y avoir accès gratuitement en vous inscrivant sur le site. On a aussi une stratégie systématique qui existe depuis 2012 et qui rend au jour d'aujourd'hui, donc les données ont été relevées à la fin février, affiche un rendement annualisé de 21%, donc on est relativement satisfait du comportement de cette stratégie. Et comme je vous le disais, en démocratisant l'accès à des produits d'investissement pour les particuliers, on a aussi le modèle innovant de proposer des produits qui sont sans frais de performance, sans frais d'entrée, sans frais de sortie et sans frais de gestion. Ça, c'est vraiment un modèle assez unique. Donc ça, c'était pour parler de JFD Wealth. Pour vous faire une petite introduction par rapport à l'entité. Donc ensuite, on va attaquer vraiment ce pourquoi on est venu ce soir, ce qui nous réunit. Donc l'idée, c'était de vous présenter comment nous, on détermine qu'est-ce qui est une stratégie de trading qu'on juge être bonne, comment on peut la différencier d'une stratégie qui va être un peu moins bonne, voire pas pertinente du tout. Donc ce que je vous propose pour rendre le débat un peu plus interactif, c'est qu'à la fin de chaque slide, si vous avez des questions, je vais les prendre à la volée. Ça évite de prendre les questions à la fin et on peut discuter librement de ça. Alors, j'essaie de répondre en introduction pour qui, pourquoi, l'analyse d'une stratégie de trading. Donc ça s'adresse, à mon sens, aussi bien aux investisseurs qui n'ont pas forcément le temps finalement de trader par eux-mêmes, mais qui souhaitent déléguer la gestion de leur capital à un trader ou un investisseur ou un gestionnaire. Et aussi les traders qui eux font un ensemble d'opérations, comme la personne qui nous a présenté cette stratégie précédemment, et qui souhaitent analyser de façon pertinente, qui réalisent par rapport à leur investissement. C'est quelque chose qui finalement s'inscrit dans une logique pérenne, qui va leur permettre à terme de générer une performance qui va être stable, ou du moins de
de s'inscrire dans un schéma qui lui est stable et de juger ça de façon très objective. Un autre élément qui est vraiment important, et ça on va le voir tout au long de la présentation, c'est que finalement, quand on veut juger de la pertinence d'une stratégie, ne s'attacher qu'aux performances telles qu'elles sont présentées, ce n'est pas du tout un critère qui va vous permettre à terme de vraiment distinguer une stratégie, une bonne stratégie d'une mauvaise stratégie. Ce n'est pas suffisant. Les performances, bien sûr on en veut, on investit pour générer de la performance, in fine, mais finalement se cantonner à regarder que ce critère-là, et mettre d'ailleurs ce critère-là en premier, c'est vraiment une erreur qui est commise, je veux dire systématiquement, par les investisseurs particuliers, notamment parce que finalement, je ne sais pas si vous êtes familier, mais c'est vrai qu'il y a des plateformes comme ZudoTrade, TradeNC, ou il y en a d'autres, qui présentent en fait des solutions d'analyse de stratégies de gestionnaires, de différents gestionnaires. Mais l'accent est vraiment mis sur la performance, et ça c'est vraiment une erreur, parce que finalement, le but d'une analyse de stratégie, c'est mettre en fait en lumière où se situe le risque, et regardez bien faire la balance entre les forces et les faiblesses, c'est ce qu'on appelle le trade-off entre le risque et les rewards, c'est-à-dire est-ce que pour générer 10 euros, 100 euros, 1000 euros, quel est le risque que j'ai pris in fine? Si j'ai pris 100 euros de risque pour générer 10 euros, finalement c'est pas une stratégie qui va être sustainable sur le long terme. Donc le but c'est vraiment de mettre en lumière quelles sont les forces et les faiblesses et faire la somme de ces forces et ces faiblesses pour voir si le risk-reward, donc ce que je vais en gagner par rapport à ce que j'aurais risqué, est intéressant. Et ça c'est vraiment un travail qu'on fait chez JFD, parce que c'est vrai qu'on est amené à travailler avec beaucoup de gestionnaires qui sont pour la plupart régulés et qui nous soumettent leur stratégie. Et le but c'est de déterminer si on peut travailler avec eux, c'est-à-dire est-ce que ce sera un partenaire qui, pour les investisseurs qu'on a, va être quelque chose qui va être valuable, qui va apporter de la valeur ajoutée par rapport à une stratégie qui va être standard. Donc, dans cette présentation-là, c'est difficile de passer par un... J'essaie de vraiment, dans la présentation, vous présenter les grands axes de notre analyse. Ce n'est pas exhaustif, mais ça va vous donner un ensemble de pistes que vous allez pouvoir exploiter. Alors, les deux grandes étapes de... Alors, je ne sais pas s'il y a des questions, bon, je ne pense pas, parce que c'est une introduction. Les deux grandes étapes, en fait, quand vous analysez une stratégie, il y a vraiment deux choses qui se distinguent. C'est ce qu'on appelle l'analyse qualitative et l'analyse quantitative. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? L'analyse qualitative, en fait, ça ne s'attache pas à tout ce qui est performance, tout ce qui est données numériques. C'est vraiment comprendre l'environnement du trader. Parce que finalement, un gestionnaire qui va être isolé, par exemple dans sa chambre tout seul, ça peut arriver. On en a déjà vu, alors forcément ils sont généralement pas régulés, donc nous on ne travaille pas avec eux, mais on sait que ça existe. Est-ce que c'est un critère de réussite sur le long terme? On ne pense pas. Donc c'est important en fait de comprendre quel est l'environnement du gestionnaire, parce que finalement, au-delà de la compétence qu'il peut détenir à gérer bien le capital, à finalement le gérer d'une bonne façon, sa réussite sur le long terme, elle dépend aussi de son environnement, de la façon dont il est structuré, quel est le véhicule d'investissement qu'il va choisir, est-ce qu'il est régulé. Donc ça vient, c'est vraiment toutes les questions, comme je le disais, l'analyse qualitative, c'est toutes les questions qui se rapportent aux données non quantitatives, c'est-à-dire non numériques. Et l'important, c'est vraiment de se poser l'ensemble de ces questions, de faire une espèce de due diligence pour savoir si finalement le gestionnaire à qui vous vous adressez va répondre à des critères qui semblent, dit comme ça, assez évidents. Mais c'est très important de s'en assurer qu'ils répondent bien à son ensemble de questions. Une chose aussi qui est assez importante à nos yeux, c'est est-ce que ce gestionnaire-là est régulé? Parce que d'une part, généralement, quand vous déposez votre argent chez un broker et qu'il a ensuite géré à partir de ce broker, il y a peu de chances que le gestionnaire puisse partir avec l'argent, il n'y a pas de chance d'ailleurs. Mais s'il vous propose une autre forme juridique et qu'elle n'est pas régulée, il peut se passer des mésaventures avec votre argent. Donc c'est très important, avant de considérer un investissement, de faire son analyse qualitative. C'est quelque chose qu'on réalise systématiquement chez JFD Wealth, qui est très important, qui est un critère vraiment déterminant dans notre analyse. Alors, je ne sais pas si vous êtes familier avec l'analyse qualitative, si vous avez des questions. Très bien, on passe. Ce n'est pas la part la plus intéressante de l'analyse, ça j'en conviens. Mais c'est très important de l'effectuer quand même, parce que c'est un critère qui est vraiment déterminant. Ensuite, on passe à ce qu'on appelle l'analyse quantitative.
Donc l'analyse quantitative, c'est comprendre le risque. Finalement, encore une fois, comme je le disais au départ, se cantonner à l'analyse de la performance, c'est une erreur. Parce que finalement, c'est un peu comme si on revient au cours de mathématiques, A implique B, mais B n'implique pas forcément A. C'est-à-dire que si vous avez une bonne gestion du risque, vous aurez hypothétiquement de la performance. Mais si vous faites de la performance, en aucun cas, ça va impliquer que la gestion du risque est bonne. Donc en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte quand il s'agit de déterminer si un gestionnaire est bon ou si un trader est bon? Il faut se focus sur la façon dont il a de gérer les risques. C'est vraiment ça qui va vous permettre de déterminer si la stratégie est une bonne stratégie ou pas. Analyser le risque, ça permet d'analyser si in fine il y a une possibilité d'avoir de la performance. Le contraire n'est pas vrai. Analyser la performance ne permettra en aucun cas de savoir s'il y a une dimension du risque. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel nous, on veut insister. C'est très très important. Et d'ailleurs, en fait, on s'en rend compte assez rapidement. Parce que si on cherche à définir quelles sont les caractéristiques d'un bon trader, il y a une réponse qui vient, qui n'est pas forcément naturelle. On va dire, dans la majorité des cas, si on demande à quelqu'un qu'est-ce qu'il fait un bon trader, on va vous dire c'est quelqu'un qui gagne tout le temps. En fait, c'est relativement faux. Finalement, un bon gestionnaire, c'est quelqu'un qui a une bonne alternance entre des performances positives et négatives et qui va plutôt tendance à gagner plus quand il va avoir raison et à perdre moins quand il va avoir tort. Et en fait, il suffit de regarder par exemple, là je vous ai affiché les performances mensuelles d'un fonds qui s'appelle Forte. C'est le meilleur fonds systématique au monde. Il existe depuis 2002. Alors qu'est-ce qu'on regarde en fait? Qu'est-ce qu'on constate quand on regarde ces performances mensuelles? On voit qu'il y a beaucoup de mois qui sont... En fait, il y a un juste équilibre entre les mois qui sont négatifs et les mois qui sont positifs. On n'a pas 50-50, on a 60-40. Mais on a quand même beaucoup de mois qui sont négatifs avec éventuellement des pertes qui peuvent être importantes.